Bonjour et bienvenue dans cette présentation consacrée aux signaux sinusoïdaux et à leur représentation à l'aide de nombres complexes. Tout d'abord, nous allons voir pourquoi cette démarche. Ensuite, comment nous allons pouvoir modéliser un sinus à l'aide d'un nombre complexe. Comment modéliser les éléments également. Puis comment mettre en équation un circuit. Et pour terminer, comment est-ce que l'on peut analyser les dimensions des fonctions que nous obtenons et comment se comportent en fréquence les différents circuits. Pour commencer, pourquoi utiliser un signal sinusoïdal? Tout d'abord, il y a un aspect mathématique. En effet, si on considère les trois éléments de base, la résistance, l'inductance et la capacité, dans le domaine du temps, ces éléments vont soit multiplier le courant par une constante pour obtenir la tension, c'est le cas de la résistance, soit multiplier la dérivée du courant par une constante pour obtenir la tension à ces bornes, c'est le cas de l'inductance, ou effectuer l'intégrale du courant multiplié par une constante pour obtenir la tension à ces bornes, et ça c'est le cas de la capacité. Lorsqu'on passe avec des fonctions sinusoïdales, donc si dans le domaine du temps, le courant est représenté par un sinus, ces trois opérations reviennent de toute façon à obtenir un sinus et de même fréquence que le sinus de départ. En conclusion, seule l'amplitude et la phase changent. Autrement dit, plutôt que de devoir écrire cette expression ici, il est uniquement nécessaire de conserver les informations d'amplitude et de déphasage. Une autre raison réside au niveau de la synthèse, parce qu'évidemment, ce n'est pas parce que le régime sinusoïdal permet de simplifier les expressions que c'est l'unique raison pour le choisir. Les signaux utilisés habituellement ne sont pas des sinus et il faudrait pouvoir les étudier. L'avantage du sinus, c'est que, en faisant une somme judicieuse de différents sinus, on peut générer n'importe quelle forme d'onde. Un exemple ici, où on a tout d'abord un signal de base à une certaine fréquence, auquel on ajoute un signal de fréquence 3 fois plus élevé, mais d'amplitude 3 fois plus faible. Ensuite, un signal de fréquence 5 fois plus élevé et d'amplitude 5 fois plus faible, ainsi de suite. Et on voit que la forme du signal final tend vers un signal carré. On peut généraliser ceci à n'importe quelle forme de signaux, même des signaux apériodiques, et c'est ce qu'on appelle la transformée de Fourier. Dit autrement, n'importe quelle forme de signal, périodique ou non, peut être décomposée en une somme de sinus, d'amplitude, de fréquences et de phases différentes. Avant d'aller plus loin, définissons la tension efficace. Nous avons vu précédemment sur l'équation que, en relation avec un signal sinusoïdal dans le domaine du temps, c'est la tension crête qui intervient. C'est une grandeur mal pratique parce qu'elle ne correspond pas véritablement à une réalité physique. Prenons un exemple. Supposons qu'on alimente une lampe à l'aide d'un signal sinusoïdal d'une certaine amplitude U crête. Cette lampe va s'éclairer avec une certaine intensité. Prenons maintenant la même lampe alimentée par un signal continu. Et on fait varier l'amplitude du signal continu jusqu'à ce qu'on ait la même illumination de la lampe. La tension efficace est justement cette tension continue que l'on aura obtenue sur le générateur. En d'autres termes, la tension efficace d'un signal, qu'il soit sinusoïdal ou autre d'ailleurs, représente la tension qu'il faudrait mettre en continu pour obtenir la même puissance. Dans le cas du sinus, on peut effectuer le calcul et montrer que la valeur efficace correspond
à la valeur de crête du signal divisé par racine de 2. Dans ce qui suit, toutes les tensions et tous les courants seront toujours donnés en valeur efficace, sauf si on précise qu'il s'agit d'une valeur crête ou d'une valeur crête à crête, par exemple. La modélisation complexe. On vient de voir que nous devons représenter une amplitude et une phase. Naturellement, ça fait penser à un vecteur. On pourrait effectivement faire tous les calculs électriques et électroniques avec deux vecteurs. C'est relativement lourd et on préfère de loin utiliser la modélisation complexe qui est en fait une forme de vecteur puisqu'on utilise également une notion d'amplitude et une notion de phase. Autrement dit, un signal sinusoïdal tel que celui-ci va être modélisé à l'aide d'une amplitude et d'un angle. Ce qui donne dans la représentation mathématique complexe soit la forme polaire en e puissance j-phi, soit la forme cartésienne en sinus-cosinus. Petite remarque au passage, dans l'expression mathématique que nous avons ici, phi est obligatoirement exprimé en radian. Dans la pratique, le radian n'a pas une signification très facile à percevoir. On préfère de loin travailler en degrés. Pour contourner le problème, on utilise donc ce genre de représentation ici, où on va définir une tension avec son angle exprimé en degrés, en sachant bien que dans les calculs mathématiques, on va devoir faire intervenir des radians. La notion d'impédance. On définit l'impédance, qui est un nombre complexe, comme étant le quotient de la tension, modélisé à l'aide d'un nombre complexe bien sûr, divisé par le courant en complexe également. On définit également la résistance comme étant la partie réelle de l'impédance. Ce choix est plutôt malheureux puisque cela fait une troisième définition de la résistance. Nous avons donc la résistance qui correspond à l'élément, le terme de résistance qui correspond à la valeur de l'élément, et en plus le terme de résistance qui correspond à la partie réelle de l'impédance. Même si ces notions sont proches, on aurait théoriquement dû choisir des termes différents. La réactance correspond à la partie imaginaire de l'impédance, et l'admittance correspond à l'inverse de l'impédance. Nous pouvons donc maintenant définir un modèle des différents éléments dans le domaine sinusoïdal modélisé en complexe. Pour commencer, la résistance. Nous avons vu que la tension borne de la résistance, c'est la résistance fois la valeur du courant, ceci dans le domaine du temps. Si on passe dans le domaine complexe, nous avons donc que l'impédance de la résistance est simplement la résistance elle-même. Pour l'inductance, nous avons la tension AC borne qui est, elle, fois la dérivée du courant par rapport au temps. On peut montrer que la dérivée d'un signal sinusoïdal modélisé en complexe revient à une multiplication par la grandeur j oméga. Donc, l'impédance de l'inductance sera simplement j oméga fois L. Pour la capacité, c'est évidemment l'inverse, puisque la tension aux bornes de la capacité correspond à l'intégrale du courant divisé par la valeur de la capacité. On obtient donc l'impédance de la capacité qui vaut 1 sur j oméga c. Lorsqu'on analyse des circuits, on est souvent amené à les simplifier, puis une méthode de simplification est de considérer les éléments en série et les remplacer par une seule impédance. Par exemple, si nous avons le circuit suivant, on parle de mise en série lorsque tous les éléments sont parcourus exactement par le même courant. Ceci veut dire que ça exclut d'avoir un courant qui s'écoule en dehors de la branche que nous avons ici. On peut calculer les différentes tensions sur chacune des impédances en disant que c'est la valeur de l'impédance fois le courant qui la traverse. Donc U1 c'est Z1 fois I, U2 c'est Z2 fois I, ainsi de suite. La tension totale s'exprime par la somme des différentes tensions, exprimée en complexe bien sûr. Chacune de ces tensions correspond à I fois Z1, I fois Z2, I fois Z3, etc. La grandeur I peut être mise en évidence. On peut calculer le rapport
de U tot sur I qui correspond à l'impédance totale, et cette impédance totale vaut la somme des impédances partielles. Donc, de façon très simplifiée, lorsqu'on met des éléments en série, l'impédance totale de cette mise en série correspond à la somme des impédances partielles. Pour la mise en parallèle, on travaille sur les tensions plutôt que de travailler sur les courants, c'est-à-dire qu'on applique une tension identique sur tous les éléments, et les courants, cette fois-ci, seront différents. Par un raisonnement tout à fait analogue, on peut montrer que l'impédance totale, cette fois-ci, correspond à l'inverse de la somme des inverses des impédances partielles. La plupart des circuits peuvent être étudiés à l'aide de ces deux règles. Il y a quelques exceptions, nous allons voir par la suite une méthode de mise en équation qui permet de régler ces exceptions. Exemple, calcul d'impédance. Nous avons le circuit suivant, qui est soit dit en passant le modèle d'un quartz, genre quartz horloger. On reconnaît ici une mise en série des éléments. La bobine est en série avec le condensateur, lui-même en série avec la résistance. On peut donc calculer la valeur de l'impédance ici en disant que c'est l'impédance de la bobine plus l'impédance du condensateur plus l'impédance de la résistance. En mettant tout sous le même dénominateur, on arrive à l'expression suivante. Mais cette impédance est mise en parallèle avec le condensateur C0. Donc, on peut dire que l'impédance totale, c'est l'impédance que l'on vient de calculer, en parallèle avec l'impédance du condensateur C0. En remplaçant ZP par sa valeur, en effectuant quelques simplifications, on arrive à l'impédance totale qui vaut cette expression ici. Dans ce genre de calcul, on ne travaille pas avec des nombres purs, mais on travaille avec des nombres qui ont certaines dimensions. On peut donc assez facilement vérifier si les résultats obtenus sont cohérents en ce qui concerne les dimensions. Le tableau suivant donne un résumé des principaux termes qu'on rencontre habituellement dans ces expressions. Les termes en R sont évidemment exprimés en ohms, les termes J-L en ohms également, J-C en ohms moins 1, J-RC, donc un terme sans unité, J-L sur R sans unité également, oméga carré LC est aussi un terme sans unité, et le dernier, oméga RC est également un terme sans unité. Ce tableau permet généralement de couvrir tous les cas que l'on rencontre en pratique et d'étudier rapidement si le résultat obtenu est cohérent en ce qui concerne les unités. Le comportement en fréquence maintenant. Toujours dans une optique de vérification des calculs, en analysant le schéma en continu, on observe que le condensateur correspond à un circuit ouvert. La bobine, elle, correspond à un court-circuit. On peut donc faire intervenir ceci sur le schéma et le simplifier énormément et trouver la valeur de l'impédance en continu, donc avec une fréquence nulle, ce qui nous permet de vérifier si le calcul que l'on a fait est valable lorsqu'on fait tendre oméga vers 0. En haute fréquence, c'est l'inverse. Le condensateur correspond à un court-circuit puisque son impédance est 1 sur J oméga C. Si oméga tend vers infini, l'impédance tend vers 0, donc l'équivalent d'un court-circuit. Et la bobine, elle, se présente comme un circuit ouvert. La mise en équation maintenant. Quelques définitions préalables. La première définition, le nœud. On considère sur un schéma électrique le nœud comme étant la connexion d'au moins 3 conducteurs. Donc sur le schéma, nous avons ici l'interconnexion de 3 connecteurs, donc un premier nœud, un deuxième nœud ici, et le nœud de masse, qui est particulier, mais qui fait la liaison de ces 1, 2, 3, 4 connecteurs. La notion de branche. Par définition, la branche, c'est l'ensemble d'éléments qui relient deux nœuds. Typiquement, ici, si on part du nœud de la masse, et on va sur ce nœud ici, on a cette branche dessinée en rouge. On a cette branche dessinée en bleu entre ce nœud et l'autre partie de la masse, et ainsi de suite. Et pour terminer,
la notion de maille, toujours sur le même circuit. La maille est définie comme étant l'ensemble de branches que l'on parcourt en partant d'un certain nœud pour revenir sur le même nœud. Par exemple, ceci, en rouge, définit une maille. On part de la masse, on passe par U, on passe par C, on repasse par le deuxième C, on redescend par R1, et ça nous fait une première maille. On peut en définir plusieurs, celle-ci par exemple, celle-là, ainsi de suite. Pour ce circuit, c'est le maximum de mailles que nous pouvons définir. Heureusement pratique, il n'est pas nécessaire de définir toutes les mailles. Nous allons voir cela tout à l'heure. Deux lois importantes en relation avec l'analyse des circuits électriques et électroniques, là qui s'appellent les lois de Kirchhoff. La première loi s'exprime sur les mailles et dit que la somme des tensions sur une maille est nulle. La justification est relativement simple. On part d'un certain potentiel, prenons la masse, pour faire une boucle et revenir sur le même potentiel. On sait que la tension correspond à la différence de potentiel. Donc entre le nœud de la masse et lui-même, la tension évidemment est nulle. Autrement dit, sur l'ensemble de la maille, la tension obligatoirement est nulle. La somme des tensions est nulle. Sur le nœud, on peut dire que la somme des courants est nulle. Évidemment, tous les électrons qui entrent dans un nœud doivent obligatoirement ressortir. Petit commentaire au passage, ces grandeurs ici sont évidemment des grandeurs complexes. Donc, on doit faire intervenir la notion de signe et la notion de déphasage. Technique de mise en équation. Il n'y a malheureusement pas d'algorithme simple qui permette de mettre en équation systématiquement un circuit. Il existe de tels algorithmes, mais généralement, ils nécessitent de compliquer un peu le circuit, ce qui rend les calculs plus difficiles que si on le fait de façon directe, comme nous allons le voir ici. Donc les points qui suivent sont plus une ligne directrice qu'un véritable algorithme. Tout d'abord, il faut évidemment définir les différentes inconnues, c'est-à-dire les tensions et les courants, et leur donner un sens. Ce sens est arbitraire. Il est arbitraire puisque nous travaillons dans le domaine sinusoïdal, donc le courant ou la tension va périodiquement changer de sens. Il est donc totalement inutile d'essayer de comprendre dans quel sens s'écoule le courant ou dans quel sens doit être prise la tension, puisque son sens va varier périodiquement. On définit autant de mailles que d'inconnues, des mailles indépendantes. On définit ensuite un sens pour ces mailles, et pour être sûr que ces mailles sont indépendantes et que l'on caractérise bien le circuit que nous souhaitons étudier, on doit s'assurer que chaque élément est pris au moins une fois dans au moins une maille. Si ce n'est pas le cas, évidemment, ça ne correspond pas au circuit que nous étudions, puisque c'est un circuit dans lequel cet élément est absent. Ensuite, pour chaque maille, nous exprimons la loi de Kirchhoff sur les tensions, en disant que la somme des tensions est nulle, ce qui nous permet de poser n équations. On vérifie encore une dernière fois que le nombre d'équations est bien égal au nombre d'inconnues. Dans de très très rares cas, on fait encore intervenir le fait que la somme des courants doit être nulle. Personnellement, je préfère faire cette opération directement sur le schéma, comme on va le voir sur les exemples qui suivent. L'exemple suivant s'intéresse à ce qu'on appelle la fonction de transfert. La fonction de transfert, c'est sur la base d'un circuit, calculer la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. C'est donc ce que l'on ferait au laboratoire en connectant un oscilloscope ou un autre appareil de mesure à la sortie du circuit et en connectant un générateur à l'entrée pour pouvoir étudier son comportement en fonction de la fréquence. Dans le cas précis, nous avons déjà US qui est une inconnue. Nous voulons calculer US en fonction de UI. Une deuxième inconnue est le courant qui circule dans la capacité. Ce courant se retrouve intégralement dans la résistance. En effet, lorsqu'on mesure avec un oscilloscope ou un appareil de mesure quelconque, le courant que l'on consomme est nul. Donc, tout le courant qui passe dans C doit se retrouver dans R. On peut donc définir une première maille ici,
et sur cette maille et dire que la somme des tensions doit être nulle. Alors la règle est la suivante, mais l'arbitraire, on peut très bien l'inverser. Si la maille est dans le même sens que la tension, on la compte positive. Si la maille est dans le sens inverse par rapport à la tension, on compte cette dernière comme étant négative. Dans le cas précis, on monte avec la maille, donc on vient à l'envers par rapport à UE, donc on dira moins UE. Ensuite, la tension bord de la capacité, c'est l'impédance de la capacité fois le courant. Autrement dit, 1 sur J oméga C fois le courant, et on va dans le même sens que la tension, donc signe plus. La même chose sur la résistance, l'impédance de la résistance, qui vaut R, fois le courant, comptée positive, puisque le courant va dans le même sens que la maille. Première équation. La deuxième maille permet d'écrire cette expression, cette fois-ci moins R fois I, puisque nous allons dans le sens inverse par rapport au courant, plus la tension US, plus, puisqu'on est dans le même sens que la tension US, le tout égale 0. Nous avons donc deux équations avec deux inconnus qui sont respectivement I et US. Le système peut être résolu, puis après quelques calculs, on obtient US sur UE, qui est donc la fonction de transfert, qui vaut J oméga RC sur 1 plus J oméga RC, avec oméga qui dépend de la fréquence, puisqu'oméga vaut de pi fois la fréquence. L'expression que nous avons ici permet donc d'exprimer le fonctionnement du circuit en fonction de la fréquence. Deuxième exemple, un petit peu plus compliqué. Commençons par poser les inconnus. Évidemment, la tension US, comme tout à l'heure. Le courant qui circule dans cette capacité ici, appelons-le I1. Pour la même raison que tout à l'heure, le courant sur US est nul, donc I1 se retrouve intégralement dans la résistance. Par contre, dans cette résistance ici, le courant n'est pas obligatoirement égal à I1. Appelons-le I2. Et le courant qui va circuler dans la première capacité vaudra I1 plus I2. C'est ici où je fais intervenir le fait que la somme des courants doit être nulle sur un nœud. Pour ce problème ici, nous avons donc US comme inconnu, I1 comme inconnu et I2. Donc, trois inconnus. Il faut trois équations, donc trois mailles indépendantes. Comme tout à l'heure, première maille, ici, qui permet d'écrire l'équation moins UE plus 1 sur J oméga C fois I1 plus I2, qui nous donne la tension sur la capacité, plus R fois I2, qui nous donne la tension sur R, en tenant compte à chaque fois du signe positif, puisque le sens des courants est le même que le sens de la maille. Deuxième maille, celle-ci par exemple, qui permet d'écrire moins R fois I2, on va à rebours par rapport à la maille, plus R fois I1, plus I1 sur J oméga C égale 0. Nous avons donc passé par UE, par C, par R, par le deuxième R, par C, pas encore par US, donc la dernière maille doit obligatoirement faire intervenir US. Alors nous avons le choix, on pourrait très bien faire une maille qui passe par ici, ou une maille qui passe par là. Personnellement, je vais choisir la petite maille qu'on a ici, qui permet d'écrire moins 1 sur J oméga C fois I1 plus US égale 0. Et en résolvant le système d'équations, on obtient, après quelques calculs, la fonction de transfert, donc l'évolution de US en fonction de la fréquence avec UE comme étant un signal sinusoïdal imposé, la fonction US qui vaut J oméga RC sur 1 plus 3 J oméga RC moins oméga carré R carré C carré. Ceci, nous allons le voir par la suite, permet d'étudier le comportement en fréquence du circuit et surtout permet de déterminer la valeur à donner aux différents éléments, c'est-à-dire à R et à C, pour obtenir une fonction de transfert souhaitée. Nous détaillerons ceci lorsque nous verrons les différents filtres en électricité et en électronique.